Le point des idées, deuxième partie, toujours sur LCI, toujours avec Étienne Gernel, le directeur du Point. Après avoir parlé des nouveaux clivages de la gauche avec Jean-Pierre Chevènement, on va maintenant se pencher sur l'état de la droite française. Bientôt 4 ans après l'élimination de François Fillon au premier tour de l'élection présidentielle, et alors que l'échéance de l'année prochaine est déjà dans toutes les têtes, on se pose la question aujourd'hui, où en est la droite ? Et oui, à quoi pense la droite ? Et d'abord, est-ce qu'elle pense tout court ? C'est une des grandes questions qu'on va aborder tout de suite avec nos deux invités. À ma droite, Mathieu Laine, entrepreneur, professeur affilié à Sciences Po, libéral revendiqué. Mathieu Laine vient de publier Infantilisation, un livre qui s'attaque à l'interventionnisme de l'État dans nos vies. C'est aux presses de la Cité. Et il est par ailleurs contributeur au Point de manière régulière. Et à ma gauche, Géraldine Wössner, qui est journaliste au service politique du Point et qui suit entre autres la droite, mais pas seulement d'ailleurs. La première question pour vous deux, peut-être Mathieu Laine, est-ce que la droite libérale existe encore ? Quand on regarde un petit peu les programmes des Républicains, on a l'impression que le libéralisme a disparu à droite. Je suis très souvent incroyablement déçu par la droite, mais j'en arrive à un tel point que je suis plus surpris. Donc c'est un peu triste, c'est-à-dire qu'on a quand même connu une droite qu'on appelait orléaniste, inspirée de la liberté individuelle, de bonne lecture de Tocqueville ou de Harron. Et même Vargas Llosa récemment disait qu'il se cachait quand il était à Paris pour lire l'édito du Figaro de Raymond Aron, en trouvant quand même, y compris dans sa période sartrienne, que c'était quand même très intéressant et bien fait. Et aujourd'hui, il y a évidemment quelques personnalités intéressantes qui sortent du lot, on en parlera sans doute, comme David Lisnard aujourd'hui. Le maire de Cannes. Le maire de Cannes, qui, je dois dire, je ne le connaissais pas, et pendant la pandémie, a sorti un papier assez incroyable, citant un certain nombre de nos auteurs favoris, à nous les libéraux, et construisant une espèce de critique de la bureaucratie française et de l'État très interventionniste. Mais je dois dire que c'est assez rare à droite, parce que ces derniers temps, on a plutôt entendu des messieurs Pradier ou d'autres. Aurélien Pradier, le secrétaire général des Républicains. Oui, c'est bien, vous me disiez bien quels sont leurs statuts exacts, mais qui viennent en général nous dire qu'on va augmenter les salaires, qui on va intervenir toujours davantage. Et donc, en fait, la part libérale est devenue même pas congrue, c'est-à-dire qu'elle a presque disparu. Alors, elle est peut-être partie aussi, en partie, chez Emmanuel Macron. Oui, on va en parler, évidemment. On va en parler. Géraldine Wössner, où en est la droite aujourd'hui, 4 ans après le traumatisme de l'échec de François Fillon à la présidentielle ? Est-ce qu'elle a perdu sa boussole ? Je pense qu'en tout cas, elle se cherche. Et comme vous le disiez justement, on ne voit plus la droite libérale parce qu'elle est en train de se redéfinir et de se redessiner, si vous voulez. On ne sait plus ce que c'est aujourd'hui qu'une droite libérale dans un contexte nouveau. Depuis 1974, depuis Giscard, en gros, la droite libérale, elle avait accompagné la troisième révolution industrielle, l'automatisation, les délocalisations. La montée du chômage de masse, et c'est ce modèle-là qui s'est craché, si vous voulez, ces dernières années, et dont les électeurs ne veulent plus. Ça ne veut pas dire que le libéralisme a disparu, ça veut dire qu'il englobe, et on le voit chez David Lisnard, d'autres notions un peu plus sociétales, mais qui sont devenues honteuses et qu'on cache. Donc on a aujourd'hui une droite qui se cherche un peu, qui va voir du côté du souverainisme, qui va voir et c'est complètement illisible pour les... Fillon, il a quand même failli gagner la présidentielle, il n'y aurait pas eu ses affaires, il avait des chances, il aurait été élu sur un programme libéral, il n'y a pas si longtemps. Sur un programme libéral, mais Fillon, il avait fait exactement comme Nicolas Sarkozy en 2007. Nicolas Sarkozy, il avait réussi à faire cette jonction entre la protection, c'est-à-dire avec des thèmes souverainistes, et une forme de libéralisme économique. Cette jonction-là, ce qui a attiré les électeurs, c'est qu'il leur disait, finalement, pour mener une politique, il va falloir mener un certain nombre de bras de fer avec l'opposition, avec les syndicats, avec nos partenaires européens pour réformer le marché du travail, réformer les retraites. Les électeurs ont cru à ça. Finalement, on avait des électeurs qui savaient qu'ils auraient besoin d'un certain nombre de réformes très dures. Ils n'en avaient pas envie, mais ils ont voté pour le type qui allait les leur imposer. Et le désamour
des électeurs, c'est quand ils se sont aperçus qu'en fait, il ne l'avait pas fait. Il n'est pas allé au bout des réformes. Fillon revient finalement un petit peu sur cette même ligne en 2017 de protection, mais aussi d'austérité. Je vais vous faire mal, mais c'est de ça dont vous avez besoin et dont vous avez envie. Arrive Emmanuel Macron, arrivent les affaires et rien ne se passe comme prévu. Et Emmanuel Macron, finalement, a repris à son compte un certain nombre de réformes qui étaient, alors pas dans la manière dont il les a conduites, mais les thématiques. Il a dit, je vais réformer les retraites, je vais faire ces réformes nécessaires. Et puis, de la même manière, ça n'a pas fonctionné, quoi. Elles n'ont pas été faites. Est-ce qu'on peut encore faire campagne aujourd'hui sur ce thème du « je vais vous faire mal » ? D'abord, j'ai toujours considéré qu'un libéral ne dit pas « je vais vous faire mal ». Franchement, j'y crois pas une seconde. La pensée de liberté, c'est quand même redonner à chaque individu, chaque personne, sa pleine place. Et le primat de la liberté, c'est de se dire « je vais davantage faire confiance à la personne qu'à un système où tout serait décidé d'en haut et qui saurait mieux que nous ce qui serait bon pour nous ». Ça, je dois dire que c'est quelque chose d'un peu plus vendeur que le côté sanction ou le côté on va vous casser ou réduire, faire des coups de rabot, etc. Donc le libéralisme, d'abord, c'est une pensée qui nécessite d'être un peu expliquée et d'avoir un peu de pédagogie, mais souvent, il est saisi par sa mauvaise partie. Donc on a l'impression qu'effectivement, on vous vend de la douleur. J'y crois pas une seconde. Alors, ce qui est intéressant, c'était de voir que dans la dernière présidentielle, il y avait une confrontation entre un libéralisme, disons, progressiste, Emmanuel Macron, et un libéralisme conservateur, qui était François Fillon. Ce qui, pour un libéral comme moi, était une espèce de jubilation, parce que d'habitude, j'avais à peu près personne. Donc là, j'en avais deux. Et malheureusement, ou heureusement, les choses se sont passées ainsi. J'avais d'ailleurs demandé à François Fillon, je demande toujours aux libéraux comment ils sont devenus libéraux. Parce que souvent, c'est assez amusant d'ailleurs, il y a beaucoup d'anciens maoïstes, d'anciens trotskistes, d'anciens... Et puis, il n'y a jamais d'ancien libéral. Donc, je me dis que peut-être ça veut dire quelque chose. Et j'aime bien savoir comment ils arrivent là et comment cet effet cliquet s'installe. Et ça ne m'avait pas totalement rassuré, parce qu'il m'avait dit en fait, j'ai regardé ce que voulaient les Français, donc ils veulent moins d'impôts, et donc ça, je vais moins de règles. Bon, ça, arrêtez d'emmerder les Français, la phrase potentiellement apocryphe de Pompidou. Et puis par ailleurs, il y a tout ce sujet d'immigration, donc je vais aussi faire un truc sur l'immigration. Donc je lui avais dit, en fait, c'est pas du tout des convictions, c'est une espèce d'analyse du pays. Et puis, si, quand même. Mais je le sentais pas, j'étais pas tout à fait convaincu que c'était enraciné. Peut-être que ça l'était, je ne veux pas juger. Et Emmanuel Macron, lui, il a des convictions ? Emmanuel Macron, profondément, je le pense profondément. Il est vraiment je pense libéral. que c'est quelqu'un qui a dans son ADN quelque chose de profondément libéral dans l'analyse de ce qu'est la personne et comment on doit passer par l'émancipation. Et l'émancipation de la personne, c'était au cœur de sa campagne. Après, oui. à l'épreuve des faits. Voilà. C'est normal, la critique est facile, mais l'art est difficile. Mais à l'épreuve des faits, avant la pandémie, juste ça. Ouais. Si vous regardez quelques critères, sur le droit du travail, il a fait beaucoup plus que n'importe quel candidat politique de droite avant. Ça, c'est sûr. Plus que la loi El Khomri ? Plus. Quand même. Alors, c'était le prolongement, mais il l'a fait davantage. C'est sous Hollande, quand même. Bien sûr. Ouais. Et c'était d'ailleurs intéressant que Hollande fasse cela. Et d'ailleurs, il n'avait pas pu le faire lui-même à cause d'un numéro du Point. Mais ce serait trop long de l'expliquer. Quand vous aviez fait cette une sur Emmanuel Macron, j'avais fait d'ailleurs ce papier chez vous en disant « Et si c'était lui la disruption en 2017 ?» Et il avait perdu son job. Manuel Valls, à l'époque, l'avait puni. Mais peu importe. C'est vrai que sur la fiscalité, alors on veut toujours... C'est jamais bon de réduire les libéraux à la fiscalité, c'est tellement plus que ça. Mais c'est un critère. Et puis, quelque part, baisser l'impôt individuel, c'est dire, moi, l'État, je pense que tu vas gérer mieux l'argent que moi, donc je vais te restituer cela. C'est un tout petit peu. Mais je dois dire que depuis le début, Emmanuel Macron a fait heureusement contre Édouard Philippe ces réformes tout de suite. Édouard Philippe, dans son premier discours de politique générale, avait dit qu'il faudra le faire plus tard. Il impose ça à son Premier ministre. Au moment des Gilets jaunes, pour aller vite, son entourage le plus proche, sans doute son secrétaire général, tout ça, disent il faut créer vite une taxe sur les riches et revenir sur notre baisse de l'ISF ou transformation de l'ISF. Il refuse, il baisse l'impôt sur le revenu des petits revenus. D'accord. Et aujourd'hui, il est face au quoi qu'il en coûte, etc. Et il dit quand même aux Français, je n'augmenterai pas les impôts. Je ne dis pas que c'est Margaret Thatcher, ça n'aurait aucun sens, mais il a envoyé quand même là quelques signaux de crédibilité. Cela dit, on aurait bien aimé qu'il aille bien davantage et bien plus loin, bien entendu. La pandémie a fait de lui un super état nounou.
Voilà, alors absolument, on va en parler parce que là, il fait quand même la politique économique de Mélenchon, avec le quoi qu'il en coûte, la politique budgétaire. Alors certes, c'est parce qu'il y a une crise. Comment se fait-il que la droite ne s'engouffre pas là-dedans? On a l'impression que la droite ne s'engouffre pas dans ce chemin qui est pourtant ouvert Mais parce qu'elle est paumée. Mais vraiment, elle est paumée et je ne suis pas certaine qu'elle aurait agi différemment, en fait, dans les critiques qu'on entend. Alors moi, libéralisme, excusez-moi, mais alors déjà, en France, moi, j'en ai jamais vu des vrais libéraux. Mathieu Hélène, peut-être En politique, vous voulez dire. En politique, Gaspard excusez-moi, Koenig. dans un pays avec des Madeleine, taux de il y a prélèvement longtemps. tels qu'on les connaît, quand il s'agit de... Enfin bon, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est ce qu'on appelle libéralisme. On est quand même très généreux avec le terme, hein. Ça reste très étatiste, très... Bien sûr. Et chez tous les candidats, dans l'entièreté du spectre politique. Maintenant, ce qu'elle propose, c'est très timide parce que personne... encore une fois, personne n'a élaboré, n'a actualisé ce que pourrait être le libéralisme aujourd'hui par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que il y a ce besoin de reprise en main d'une certaine forme de souveraineté sur la conduite économique en termes réglementaires notamment. Ils veulent relocaliser la production. On s'est aperçu que c'était une nécessité vitale, non seulement en cas de crise, mais aussi pour demain résoudre les problèmes de dette qu'on s'est créés. Je veux dire, on ne remboursera pas de dette si on ne crée pas de richesse sur des systèmes purement financiers ou avec des services. Le tourisme, c'est quand même assez mal barré, enfin, même si ça repart. Et ils n'ont pas encore construit ce nouveau logiciel. Comment on concilie ça, cet étatisme et cette intervention et la préservation d'un libéralisme, j'ai envie de dire presque intellectuel et sociétal. Ils n'ont pas trouvé, et on les voit chercher à droite. Parce que la droite, il y a les Républicains. Il y a les si Républicains, vous avez... hors les Républicains, Xavier Bertrand, on voit que Valérie David Pécresse, et puis il y a les Lisnard- macronistes, en fait. Elle est où, la droite? Alors d'abord sur le point des idées, puisque c'est l'émission. C'est vrai que sans doute, pas pour critiquer les hommes, mais pour l'instant on a le sentiment, ou alors ils se sont bien cachés, qu'ils n'ont pas travaillé le monde des idées. Ils ne lisent pas assez le Postillon, par exemple, qui est quand même une très bonne... une rubrique du Point que je vous conseille. Et celle qui fait la pédagogie du monde des idées. Et c'est vrai que il y a par exemple le professeur Acemoglu, qui est un professeur du MIT, a écrit un livre qui s'appelle Le Corridor étroit, dont j'écrirai bientôt un article dans Le Point, d'ailleurs, il faut faire de la placement produit, et qui vient dire dans Le Corridor étroit, l'État ne doit bien sûr ne pas être l'État absent, l'anarchie, etc., on en serait très très loin, mais pas non plus le Léviathan absolu. Il y a un corridor étroit à trouver dans lequel l'État pourrait retrouver sa pleine fonction. Quelle est la fonction optimale de l'État? J'ai jamais entendu quelqu'un à droite le dire. Il doit participer à chaque instant à l'émancipation des personnes, c'est-à-dire l'école, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, l'aide véritable de ceux qui en ont besoin et pas l'éparpillement, le saupoudrage, mais on cible vraiment ceux qui en ont besoin pour casser le plafond de verre du mépris et du blocage, et en même temps, comme dirait l'autre, avoir un rapport sain à l'économie. Et ça, on ne l'a pas beaucoup vu chez Bruno Le Maire, par exemple. Cette capacité de se dire, il faut laisser les acteurs économiques décider, dans un cadre évidemment de normes et de régulations, mais on n'intervient pas pour empêcher une opération couche-tard sur Carrefour, par exemple. Ça n'a aucun sens aujourd'hui de faire cela, soi-disant pour protéger la sécurité alimentaire. C'est quelque chose qui n'a aucun sens. Je suis conseil de Carrefour, je le dis tout de suite. Mais ce n'est pas pour autant que je dis cela. Je le dis profondément. Dès que vous allez à l'étranger, les gens disent couche-tard, Carrefour. Alors la France, on est revenu vraiment au dirigisme absolu. Donc on voit bien que dans la politique économique actuelle, y compris sous Emmanuel Macron, il y a un rapport très très malsain de l'État à l'économie. Mais à droite, comme vous le disiez très bien, personne, ou presque, à part David Lisnard, je pense, ne s'en saisit. C'est le seul qui a réagi sur cette histoire, par exemple. C'est un peu effondrant, parce que ce qui marche véritablement, c'est une économie au service de la liberté, et c'est l'idée de se dessaisir de cette espèce de rêve ou de doux rêve, parce que même la personne la plus intelligente du monde ne peut gérer au mieux la vie de millions de personnes. Et donc, se réconcilier avec un État qui serait à sa place. Et n'est-ce pas là l'objet des lendemains d'une pandémie? L'État est sorti de son lit. Il fallait le faire sans doute parce que c'était une pandémie. Mais au moment de le remettre à sa place,
n'est-ce pas temps de se dire, on arrête le centralisme et le morcellement, on le met vraiment là où il pourrait être opérationnel et on laisse faire, on désenchaîne les individus. Et on vient de faire le constat de la presque disparition du libéralisme à droite, ou en tout cas, il est bien planqué, on va dire. À droite, il y a une autre tendance en Occident qui apparaît, qui est la droite populiste, la droite trumpiste. On voit bien que Trump a pris le pouvoir sur les républicains, a phagocyté les républicains aux États-Unis. Que les Brexiters ont phagocyté les conservateurs au Royaume-Uni. Oui. Est-ce qu'il y a une fatalité ? Est-ce que le Trumpisme, c'est Marine Le Pen peut-être en France, si on voulait prendre si vous voulez prendre un élément de comparaison, est-ce qu'il y a une fatalité à ce que le Trumpisme prenne le pouvoir sur les droites ? Il y a une leçon à retenir de ça, c'est que si vous voulez le chasser, il reviendra parce qu'il est là. Parce que ce soit incarné par Trump, par un Johnson, pour Marine Le Pen, ça pourrait être incarné par Madame Tartampion. Ça n'est pas intéressant. Il y a dans une grosse partie de l'électorat un sentiment profond d'insécurité, qui est à la fois insécurité économique, et Trump l'a réglé en faisant beaucoup de com sur les relocalisations pas forcément faites, et une insécurité identitaire. C'est simplement les poids, les bouleversements démographiques mettent un certain nombre de peuples en situation d'insécurité. Voilà, ils ne reconnaissent pas leur pays, ils cherchent une réponse là-dedans. Donc on a les débats sur l'immigration en France. Aux États-Unis, c'était la promesse d'un mur qui a fait gagner l'élection à Trump, et d'ailleurs qui n'a jamais pu construire parce qu'il n'était pas au courant qu'il fallait l'accord du Congrès aux 2 tiers. Enfin, c'est problème de l'incarnation et de la compétence. Il aurait été construit par des Mexicains. Marine Le Pen incarne ça. Elle a aujourd'hui l'intelligence, après son échec cuisant quand même et humiliant de 2017, d'avoir un peu réorienté le curseur en rassurant sur les thèmes pour lesquels elle avait paniqué les gens, sur l'euro, sur des choses qui avaient fait peur finalement à l'électorat traditionnel de la droite, qu'elle veut capter aujourd'hui. Donc elle va, centraliser pendant cette campagne son discours de plus en plus pour élargir justement et récupérer cet électorat que la droite, qui ne se reconnaît plus dans la droite traditionnelle. Et cet électorat est là, il ne bougera pas. Et la droite aussi cherche du coup cet équilibre entre une forme de libéralisme et ce discours protecteur identitaire qu'Emmanuel Macron aussi adopte quand il fait son discours des Mureaux sur l'intégration, quand il parle des séparatismes. Il ne parle pas d'autre chose. Simplement, il faut aller au-delà du discours et personne n'a encore trouvé la formule pour aller au-delà du discours. Est-ce que l'espace politique, quand on vous écoute, du coup, de la droite dite traditionnelle, n'est pas grignoté d'un côté par Emmanuel Macron, il est étroit, dont on va rappeler quand même que les 2 tiers des soutiens sont issus des rangs de la droite, et Marine Le Pen de l'autre côté, il est étroit. Il est très étroit. Il peut disparaître ? Je ne sais pas s'il peut disparaître. Il peut disparaître si Marine Le Pen réussit sa transformation finalement, sa normalisation. Maintenant, il n'a pas disparu, et loin de là, parce qu'on voit aussi que dans tous les sondages aujourd'hui présidentiels second tour, si on place un candidat de droite face à Marine Le Pen, il gagne. Il y en a un qui a été très commenté cette semaine, c'est Xavier Bertrand, parce qu'on l'a testé, qui fait le meilleur score avec 57% face à Marine Le Pen. Voilà, mais il serait intéressant d'en tester d'autres, et je pense qu'on aurait à peu près le même résultat. Il gagnerait face à Marine Le Pen. Donc il reste un espace à prendre, mais pour ça, il faut quand même un programme qui ressemble à quelque chose. Et aujourd'hui, le programme, que ce soit économique, essentiellement, n'est pas de nature finalement à rassurer cet électorat. Il n'y a pas de fatalité, pour répondre à la question. Il n'y a pas de fatalité parce que dans le monde des affaires comme dans le monde politique, et beaucoup de politiques l'oublient, il y a une formule de Jean-Baptiste Say qui marchait plutôt pas mal, c'est l'offre qui crée la demande. Et l'offre en politique, ça crée aussi la demande. Et le problème du politique, c'est qu'en général, il fait plutôt l'inverse. Il essaie de faire des sondages pour savoir ce que les gens pensent, et après, il essaie vaguement de se mettre en accord avec ce qu'il considère être la demande du pays. Je crois qu'il faut agir de manière totalement inverse, et que ce soit Emmanuel Macron ou un candidat venu de la droite, sans doute qui ne viendra pas de la gauche, qu'il y ait quelqu'un ou plusieurs qui viennent porter l'idée que, sortant de la pandémie, nous pouvons faire le constat que l'État nounou, l'État maman, l'État partout,
Ça marche pas. Regardez la stratégie vaccinale. La droite est aussi infantilisante que le gouvernement actuel. Bien sûr. Et donc, d'ailleurs, moi, l'analyse que je porte sur l'infantilisation, elle date de 15 ans, puisque c'était mon premier livre il y a 15 ans. Donc ça n'a rien à voir avec cette pandémie. Ça a montré des stigmates à plus de gens encore. Donc on va essayer d'en faire levier pour que les gens comprennent. Mais ça date de plus longtemps. Et même Tocqueville écrivait des pages sublimes sur ce sujet. Mais la succession de la droite et de la gauche n'a été que de considérer toujours davantage les citoyens comme des enfants, de plus en plus. Mais est-ce que cette pandémie, elle n'a pas révélé aussi un besoin de protection des Français ? Mais bien sûr, mais la meilleure des protections sociales, comme disait Margaret Thatcher, mon Dieu, comment ai-je pu dire ça, c'est d'avoir un emploi. Et donc, en fait, la protection... D'ailleurs, je travaille presque beaucoup plus pour les politiques qu'ils ne le pensent, quand je viens dire, cessez, camarades de gauche, de droite, du centre macronien, etc., de dire en permanence, oui, je réponds à la promesse de vous débarrasser du risque. Je prends. Dites, vous avez un problème, je prends. Ça, c'est la marque aussi des politiques impuissants qui n'ont pas les leviers pour créer de l'emploi, qui n'ont pas les leviers et qui finalement parce qu'ils s'en donnent pas les moyens. De clientélisme. Et la vraie difficulté, c'est que le politique, à force de droite, de gauche, du centre, à force d'accepter ou de proposer soi-même de vouloir se saisir du risque de tout le monde, désapprend le citoyen à se débrouiller par lui-même. Et le citoyen ayant désappris à se débrouiller par lui-même se retourne de plus en plus vers lui pour alimenter l'État nounou, qui à la fin ne marche pas. Et donc vous disiez quelque chose de très important, cette crise, par exemple cette pandémie, aurait été gérée de la même manière, sincèrement, par un président de droite, un président de gauche ou le président Macron, parce que le sujet, c'est la une du Point, on a beau être très fier sur le cheval, en fait c'est un escargot. Et j'adorais cette une. Et parce qu'il y a bien un problème de système. Et donc s'il y a une chose à faire dans cette présidentielle, c'est exactement ce qu'ont fait les Verts la dernière fois. C'est imposer le thème de comment on va repenser l'État et comment on va repenser le lien du citoyen, la confiance qu'on va redonner aux citoyens. Et on va demander à chaque candidat, j'espère que le Point le fera, et d'autres, à chaque candidat ce qu'il pense de cela pour qu'ensuite on puisse choisir. Y compris ceux de droite, donc. Bien sûr. Merci. Il y en a. Merci beaucoup à tous les deux pour ce débat. Géraldine Mosser, Mathieu Laine. Et à dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Merci à vous. Merci à vous.